Bienvenue à votre émission Opinion qui reçoit ce dimanche Maître Boukounte Diallo. Il est avocat, militant des droits de l'homme, mais aussi écrivain. Maître, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui suis honoré. D'abord, j'interpelle l'écrivain que vous êtes. Vous avez écrit un livre intitulé La crise casamançaise, problématique et voie de solution. Cette semaine, Abdoulaye Wade, candidat à sa propre succession, a avoué à Ziguinchor avoir nourri les rebelles, suscitant ainsi beaucoup de commentaires dans la presse et dans une partie de l'opinion. Avez-vous été indigné par ces propos ou bien vous dites tout simplement que c'est lui qui gère cette crise, donc il a le droit de le faire? Écoutez, Pierre-Edouard, comme tout un chacun, nous nous posons des questions sur le devenir de ce pays et la manière avec laquelle ce dossier brûlant est géré. Donc, lorsque le président de la République révèle une telle information, on doit se poser des questions d'abord sur l'opportunité. Est-ce que c'était nécessaire de révéler cette information? Évidemment, la campagne électorale aidant, on peut comprendre aisément pourquoi chacun voudrait mettre à son actif tel ou tel acte posé à un moment donné dans la gestion de cette crise. Par contre, je ne crois pas qu'il soit opportun, à mon avis, d'évoquer un tel sujet dans la mesure où même la loi dispense le président de la République d'en parler. Dès lors que, même s'il s'avère que des fonds ont servi à alimenter le MFDC ou à financer tout ce que vous voulez, en quelque sorte, comme il l'a précisé, la loi déjà permet au président de la République, sur la base des fonds secrets, des fonds politiques, avec cette rubrique fonds secrets, fonds occultes si vous voulez, donc de se dispenser de justifier l'utilisation de ces fonds. Donc à mon avis, il n'était pas nécessaire de faire une telle révélation, d'autant plus que pour l'efficacité dans la gestion de ce dossier, il est conseillé souvent d'éviter d'étaler sur la place publique de tels propos et d'étaler surtout de tels faits, parce qu'en réalité, ça met en cause les succès éventuels qu'il pourrait engranger, parce que si les gens savent au niveau du MFDC que tout ce qui est fait par l'État est exposé sur la place publique, comprenez la prochaine fois que ces derniers ne puissent plus donc être tentés de prendre quoi que ce soit venant de l'État si tel était le cas. Je pense donc que pour l'efficacité dans la gestion du dossier et pour une question, à mon avis, d'opportunité, on pense qu'il n'était pas nécessaire de faire une telle déclaration. Oui, mais on peut aussi lire au second degré ces propos du président. Peut-être il voulait mettre à l'aise les rebelles en vue d'une issue heureuse du conflit. Ce n'est ni le moment ni le lieu qu'il fallait en tout cas choisir, à mon avis, pour en parler. Je pense que pour ceux qui connaissent le dossier et la culture casamançaise, le Diola en général n'aime pas exposer au grand jour, étaler donc ses bienfaits, étaler les actes positifs qu'il aurait à poser dans la marche de sa société. Vous, ce qui vous aide le plus, c'est qu'il en parle, mais pas le geste, l'acte. D'abord, j'ai toujours dit que la meilleure manière d'échouer dans la gestion de cette crise, c'est d'étaler ce qu'on fait sur la place publique. Je l'ai toujours dit. Deuxièmement, culturellement, vous ne verrez jamais un Casamançais ou un cadre casamançais d'ailleurs dire « donnez-moi ce dossier et je le règle ». Pourquoi? Parce que dans leur culture, dans leur mentalité, le Casamance ne se vend pas comme ça, ne s'expose pas. C'est pourquoi d'ailleurs c'est une société où il n'y a pas de roi. Il n'y a de roi que lorsqu'il y a un danger. Lorsque le danger disparaît, il n'y a plus de roi. Et vous avez vu tous ces cadres qui rentrent le week-end à Ziguinchor. Donc on ne sent même pas qu'ils sont présents dans la ville parce que chacun se fait discret. Et à mon avis, encore une fois de plus, lorsque vous regardez le Casamançais qui n'aime pas la main tendue, donc quand vous dites que vous le nourrissez, quand vous dites que vous avez fait une chose pareille alors que dans la tradition ce n'est pas possible, et vous verrez dans toutes les rues de Dakar, jamais quelque part vous ne verrez un mendiant Diola. Parce que culturellement, le Diola ne connaît pas tendre la main pour demander des subsides pour survivre. Et à l'époque, dans la civilisation Diola, et aujourd'hui même dans certains villages, vous verrez que quand un père de famille n'a plus de riz dans son foyer, dans ses greniers,
à une heure tardive de la nuit, il prend un sac vide pour le mettre devant sa porte, la porte de sa maison. Et le lendemain matin, à 5 heures du matin, il vient pour récupérer ce sac rempli par un autre voisin, dans la plus grande discrétion qui vous vient en aide, parce qu'ayant compris le message que quelque part, un père de famille voisin ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille et que son grenier est vide. Donc celui-là, dans la plus grande discrétion, a été secouru. Et de l'autre côté, celui qui l'a fait même ne sait pas donc pour qui réellement il l'a fait. Et celui qui a reçu le don ne peut pas vous dire qui lui a donné ce don. Donc c'est pour garder le caractère culturel dont j'ai parlé qu'à mon avis, j'estime que la méconnaissance malheureusement des traditions dans ce milieu peut être source de difficultés dans la gestion de cette crise et par rapport aux acteurs qui s'impliquent. À l'avenir, je pense que les gens gagneraient à éviter de tels propos. Parce que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Et encore une fois de plus, lorsqu'on révèle un secret aussi grave qui peut susciter l'émoi du côté de l'armée qui trouve des difficultés à nourrir ses troupes, je pense qu'il y a lieu encore par souci d'efficacité d'éviter cette déclaration. Est-ce que vous êtes en train là de nous dire qu'on ne peut pas régler ce conflit casamançais en ignorant la culture Diola? Mais parfaitement. Au début était la culture. Vous savez, justement, cette crise est née d'incompréhension culturelle. Ou j'allais dire même quelque part concernant certains dirigeants, certains administrateurs civils du Nord qui ont ignoré royalement la culture Diola au point de venir s'accaparer des terres de ces populations qui ne vivaient que du riz, de la culture du riz, etc. et qui un jour se voient privés de leurs terres pour se réduire tout juste en maniant. Vous savez, à partir de là, effectivement, ceux qui étaient à l'origine de ces actes et qui ont utilisé le bois de la forêt en Casamance ont eu même cette étiquette lorsque quelque part l'abbé Diamankoum Senghor et ses troupes disaient que la chèvre sénégalaise, véritable agent de dévastation, de déforestation, porte un képi et des galons. On parlait de l'administrateur civil, du préfet, du sous-préfet du coin, qui malheureusement, en ignorant totalement la culture du milieu, s'est comporté avec les richesses de cette localité d'une manière qui frise l'ignorance et qui, ma foi, a amené donc certaines personnes à se rebeller contre ces pratiques, contre ces distributions anarchiques de terres, contre ces irrégularités constatées dans les actes qui ont été posés par-ci, par-là. Et voilà pourquoi, à mon avis, je dis que la culture doit nous aider à régler cette question casamançaise. Oui. Et toute personne qui ignore cette culture, comme je l'ai dit tantôt, ignore réellement son interlocuteur. Oui. Mais pourtant, on ne peut pas reprocher à Wade d'avoir pensé à ce volet culturel, parce qu'on se rappelle de Foundiougne, parce qu'il a voulu certainement jouer sur la plaisanterie, le cousinage à plaisanterie entre Serer et Diola pour régler ce problème en allant à Foundiougne. Parfaitement. On a procédé même à une distribution de cola à la fin, qui se connaît la culture sénégalaise. Lorsqu'on veut sceller la paix, on distribue de la cola, et je pense que ça, culturellement, ça avait une signification majeure. Mais dans la pratique, ça a aidé aussi dans la résolution de la crise, puisque les Diola avaient, les Sérères avaient une certaine influence sur le Diola. Si on a choisi Foundiougne d'abord, c'est à cause de cela. Si on a choisi cette méthode, c'est parce qu'on voulait mettre devant la culture. Parce que vous savez, aujourd'hui, il existe même des attaques dans certains milieux qui sont reprochés au MFDC. Et ces attaques, souvent, sont le fait de phénomènes culturels. Par exemple, vous allez au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau, vous avez une population qu'on appelle les Manoch. Les Manoch, dans leur culture, la meilleure manière de prouver justement à la famille de sa future épouse qu'on sera capable de nourrir la fille de la maison, donc c'est que vous devez exercer vos talents et prouver que vous êtes capable d'aller chercher à côté le bœuf du voisin ou le bœuf dans un autre village pour nourrir cette femme. Donc le vol qui est réprimé, qui est banni dans d'autres sociétés, et aujourd'hui, ici, dans cette culture manoche, une forme de révélation
donc chez l'homme de sa capacité à pouvoir nourrir sa progéniture et plus particulièrement sa femme. Alors ignorer maintenant ces attaques au niveau des villages limitrophes de la Guinée-Bissau qui font que ces attaques, on s'accapare des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches, etc. Et que souvent qu'on attribue au MFDC, alors qu'en réalité, c'est quelques personnes qui, sur le plan culturel, pensent effectivement que c'était la meilleure manière de prouver leur talent dans une culture qui voudrait effectivement mettre en exergue de telles valeurs. Wade souvent dit que la crise est réglée, seulement il y a des éléments incontrôlés qui veulent réussir des coups d'éclat. Est-ce votre avis? Vous savez, il ne faut jamais dire que cette crise est réglée, parce qu'elle est loin d'être réglée. Tout dépend des approches. Avant de parler de régler la crise, il faut d'abord avoir sur la table plusieurs approches. Après avoir étudié ces approches, vous ne pouvez pas, sur la base d'une analyse reposant sur 2 ou 3 approches, dire que la question est réglée. La question casamançaise, comme disait l'autre, dans le livre j'en parle, le MFDC c'est un serpent à plusieurs têtes. Quand vous coupez une tête, d'autres têtes poussent. Et encore, vous ne pouvez même pas encore être sûr que vous avez coupé une tête. Et enfin, lorsque vous regardez ce qui se passe sur le terrain, on nous parle de négociation. Mais on négocie avec qui? D'abord, sur le plan de l'approche, méthodologie, mais aussi diplomatie, il faudrait aider à refaire l'unité du MFDC. Parce qu'il faut avoir un interlocuteur crédible, un interlocuteur qui a un pouvoir légitime. Mais lorsque vous réunissez des personnes qui sont contestées par l'aile extérieure ou l'aile politique, et vous voulez faire la paix avec 2 ou 3 personnes, vous ne pouvez pas arriver à un résultat. Parce que la paix suppose d'abord que l'aile militaire qui combat sur le terrain et l'aile civile et politique qui négociait auparavant et qui aujourd'hui est fractionnée en plusieurs ailes. Vous avez l'aile de Kouroumassane en Europe, donc qui parle d'une autre voix et qui est effectivement aujourd'hui suivie par une partie de l'aile militaire qui se trouve dans le Maquis. Vous avez une autre aile politique présente et civile à Ziguinchor et qui est suivie par une autre partie du Maquis. Et vous avez dans le Maquis plusieurs groupes aujourd'hui, donc qui ne s'entendent même pas. Vous avez vu les troupes de Salif Sadio, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à identifier réellement l'interlocuteur véritable dans la gestion de ce conflit et dans ces négociations. Or, cet interlocuteur n'est pas pour le moment identifiable parce que nous avons une sorte d'émiettement de l'aile militaire et de l'aile civile et politique qui ne favorise nullement une négociation. Donc, avant de parler de négociation, parlons d'abord des conditions réelles, culturelles, qui permettront au MFDC de faire son unité. Et pour cela, nous avons intérêt à éviter ce genre d'incidents et de déclarations. Parce que nous allons semer la zizanie à l'intérieur du MFDC et empêcher donc ce rapprochement de se faire parce que les gens se méfient entre eux. Voilà, à mon avis, donc des questions qui méritent davantage de réflexion et que les gens se gardent de croire que le dossier casamançais peut être réglé aussi rapidement, puisque en dehors de cette approche dont j'ai parlé, qui est l'approche aussi culturelle, il y a aussi l'approche diplomatie avec les voisins. Nous avons un conflit donc qui a ses ramifications dans les pays limitrophes, parce qu'avec la géographie, nous avons la Gambie, nous avons la Guinée-Bissau, qui a le même peuplement donc, que ce qu'on trouve en Casamance, issu de l'empire du Gabou. Et là, vous avez le même peuplement, les Mandingues, vous avez également les Diola, les Manjak, etc., etc. Okay. Je pense que nous gagnerons réellement à essayer d'impliquer aussi, sur le plan de l'approche diplomatie avec les voisins, d'impliquer ses voisins. Enfin. Voilà. Maître Boukounta, nous avons beaucoup de choses à dire sur la Casamance, mais on a également d'autres points assez intéressants qui nous attendent. Nous allons progresser un peu en abordant la question du second tour de la présidentielle qui oppose dimanche prochain Wade à Macky Sall. À votre avis, quels sont les principaux enjeux de ce scrutin? Bon, écoutez, on peut être tenté de dire qu'à la place d'un deuxième tour d'élection présidentielle, nous aurons de nouvelles élections où effectivement, je peux appeler que c'est le tour de la mort ou du destin. Du destin qui se pointe à l'horizon pour un certain nombre de Sénégalais, inquiets
du devenir de ce pays par rapport à ce qu'on a vécu, inquiet du devenir de ce pays par rapport aux actes de violence auxquels aujourd'hui on assiste, inquiet enfin par rapport au devenir même de la jeunesse. Et enfin, nous avons des hommes politiques rompus à la tâche qui aujourd'hui estiment que dans cette bataille, ils partent vainqueurs. Et chacun finalement croit qu'il est vainqueur et se comporte en vainqueur. Avant l'heure. Avant l'heure. Alors ça pose problème. Et c'est pourquoi ces élections vont être des élections d'enjeux véritables pour ce pays, mais aussi pour ses acteurs politiques. Certains devront disparaître du plancher et d'autres devront continuer. Alors vous comprenez, lorsqu'il y a 1 an et demi, lorsque je disais que les élections de 2012 seront une question de survie ou de mort, c'était en réalité par rapport à ce contexte, par rapport à ce que les Sénégalais ressentent depuis que, effectivement, nous sommes confrontés à de réelles difficultés liées à la gestion au quotidien donc, de ce pays et de nos préoccupations. Aujourd'hui, on semble donner un caractère référendaire à ce second tour. C'est pour ou contre Wade. Est-ce qu'on ne privilégie pas le haut-toi que je m'y mette à la place du débat programmatique? Vous savez, on ne peut pas faire un débat serein et productif dans la méfiance ou dans la violence. On ne peut installer le débat qui permet d'éclore les véritables idées et les véritables programmes de développement que dans la sérénité. Sans la sérénité, tout ce qu'on construit donc disparaît comme un château de cartes. Et c'est ça mon inquiétude à l'heure actuelle. Je pense que la sérénité devrait être au rendez-vous. Je pense que le sens de la mesure aussi devrait être au rendez-vous pour que tout un chacun comprenne, en dehors des enjeux, que ce deuxième tour devrait aider le pays à déboucher effectivement sur un dénouement heureux. Non pas pour les populations, mais pour la communauté internationale qui nous suit et nous assiste depuis très longtemps. Mais encore au-delà de ces considérations, je souhaite que le vainqueur soit le Sénégal. Car si le vainqueur l'emporte dans des conditions qui ne permettent pas à la communauté internationale de nous assister ou de donner crédit à ce qui s'est passé, évidemment, nous aurons problème. Et si, également, le score n'est pas fleuve, nous risquons d'installer le pays dans le doute. Et le succès engrangé par un des vainqueurs comme un succès installé dans le doute. Dans le doute, effectivement, il y a crainte à ce que la violence puisse s'installer. Mais si le score est vraiment fleuve, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis et je pense que même s'il y a des irrégularités, lorsqu'un score est fleuve, on ne peut pas dire que ce sont les Mais est-ce qu'on irrégularités s'achemine vers ce cas de figure, à votre avis? Pardon? Est-ce qu'on s'achemine vers ce cas de figure? Cas de figure où le vainqueur l'emporterait avec un large score? Je ne suis pas aujourd'hui bien outillé pour le dire, parce que ce qu'on voit comme image ne suffit pas, puisque nous savons que malheureusement, quelque part, les gens ne battent pas campagne comme ça devrait l'être dans des élections normales. Nous savons que les autres aussi sont épuisés, certains sont épuisés, et il nous reste une semaine. Je pense qu'il faudrait attendre encore quelques jours pour pouvoir être fixé réellement sur les véritables tendances. Toute tendance actuelle à peu près de 10 jours des élections ou d'une semaine des élections, à mon avis, peut recevoir un revers incontestable lié à des facteurs et à une certaine contingence qu'on ne maîtrise pas. Vous êtes militant des droits de l'homme. Que vous inspire cette passe d'armes entre le pouvoir et le camp d'en face, concernant notamment la question de l'homosexualité et de la franc-maçonnerie? Oui, écoutez, moi je pense très réellement aujourd'hui que quelqu'un qui doit et qui aspire à être président de la République doit s'affranchir de quelques obstacles et de chaînes qui pourraient entraver effectivement son travail, sa mission. Parce que être président de la République, c'est une mission sacrée. Lorsque vous êtes lié effectivement à des organisations qui prennent quelque chose sur ton pouvoir, lorsque vous êtes lié à des organisations ou à des structures qui pourraient de temps en temps porter atteinte à votre indépendance, les Sénégalais ont le droit de savoir si réellement vous êtes l'homme libre auquel les gens
à qui les gens voulaient confier le pays. Vous savez, dans certains pays, quand par exemple vous êtes de la loge maçonnique, on vous demande de le dire ouvertement avant d'occuper certaines fonctions, comme en Angleterre. Et puis à partir de là, on sait à quel type de choses on doit s'attendre avec vous, à quel type de problème et quel type de dossier on doit vous confier. Et vous devez avoir le courage de le dire et l'honnêteté de vous dégager lorsque cela pourrait porter entrave donc à votre mission. À mon avis, jaloux de l'indépendance qu'on me connaît, je ne peux effectivement que revendiquer ce cas de figure pour dire que tout cela, tous ces candidats doivent s'expliquer, puisque le président de la République a été interpellé et lui-même, il a dit une fois, j'étais franc-maçon, je ne le suis plus. Oui, il appartenait à une loge. Je pense exactement, pour quand même les intérêts majeurs de cette nation, il est important de temps en temps qu'on s'arrête sur ces questions pour que les gens se regardent les yeux dans les yeux pour dire au peuple sénégalais si réellement ces assertions sont fondées ou non. Il dit qu'il appartenait à une loge dormante. Donc oui, la question est réglée. Oui, ce qu'il dit, mais à mon avis, lorsqu'on est président de la République, on doit s'en référer qu'à sa conscience. On ne doit subir ni le contrôle ni la pression d'aucun groupe, d'où qu'il soit. Et on doit appartenir justement qu'à ce groupe qui est le groupe des dirigeants tout court. Lorsque vous dirigez un pays, vous n'avez ni fils, ni épouse, ni père, ni mère. Tout ce que vous devez faire et regarder, c'est la nation, l'État qui vous a été confié, que vous devez conduire tel que la Constitution le stipule. Et à mon avis, donc, cela mérite effectivement que cette question puisse être agitée. Macky Sall aussi, doit-il s'expliquer s'il est contre ou pour la légalisation de l'homosexualité? Il est peut-être pour des raisons d'opportunité fondées à ne pas s'expliquer pour le moment s'il pense que ça peut lui créer suffisamment encore de problèmes, alors qu'il en a déjà. Mais à mon avis, tôt ou tard, cette question devra être réglée, devra être traitée. Donc, mais la question de l'opportunité ou non de traiter la question est à mon avis, dépend de... Oui, je suis d'accord avec vous, mais en politique, malheureusement, l'opportunité fait que le leader qui est en face d'une question pareille, à un moment donné où il est à quelques semaines des élections, peut être tenté de ne pas répondre. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne devra pas répondre, parce que dans l'immédiat, s'il ne répond pas, il devra répondre demain comment il entend mener les réformes allant dans tel ou tel sens, ou comment il entend aborder cette question. À mon avis, donc, c'est des choix aussi à faire, parce que toute question mérite une réponse en politique. Oui, ce n'est pas parce que également, nous les citoyens, nous ne sommes pas assez exigeants avec ceux qui aspirent à nous diriger. Je pense que les Sénégalais deviennent exigeants depuis quelque temps. Et pour ce qui nous reste à vivre, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne pourront plus jamais accepter à ce que le pays soit dirigé comme il l'a été jusqu'ici. Cela, au moins, c'est une constance. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le traitement réservé à certains candidats dans certaines localités, les questions posées par-ci, par-là, et les mouvements donc de la société civile qui accompagne les leaders politiques avec un cahier de bord, je pense que là, on peut être tenté de dire que le Sénégal ne peut plus être gouverné comme il l'a été jusqu'ici. Aujourd'hui, on assiste à une course effrénée au Ndigal. Celui qui excelle le plus dans ce domaine, c'est bien Maître Wade, qui l'a dit publiquement et qui ne s'en cache pas du tout. Alors, à quel niveau de lecture vous situez-vous par rapport à cette question du Ndigal? Bon, écoutez, je reprends le raisonnement que j'avais tenu tout à l'heure pour dire que l'indépendance vis-à-vis de toutes les forces occultes comme toutes les forces maraboutiques, pour un chef de l'État, c'est une exigence fondamentale de la Constitution, mais un souhait légitime des populations. Donc, en ce qui concerne les rapports de l'autorité politique avec les classes religieuses, les forces religieuses, à mon avis, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'il faudrait que la République soit sauvée dans ces rapports. Il faudrait que dans les actes qu'on pose, qu'on y retrouve la République. Parce qu'à l'heure actuelle, cette course effrénée vers le Ndigal, la recherche de Ndigal, peut un peu annihiler les efforts et du candidat qui demain sera élu.
ces Ndigal aussi rechercher d'une certaine manière, peuvent affaiblir l'autorité de l'État. À la limite même, ça contribue à désacraliser la fonction étatique dans ce pays, la fonction présidentielle, puisque nous avons assisté depuis quelque temps à une désacralisation de toutes les fonctions législatives, sénatoriales, ministérielles et aujourd'hui de la fonction présidentielle. Parce que le président doit avoir cette posture qui lui permet toujours de faire sentir qu'après tout, c'est le chef de l'État. Et pour ce qui concerne véritablement ces Ndigal, ces chefs religieux, certes, sont sollicités, mais de l'autre côté, les dirigeants de ce pays, les leaders politiques, gagneraient à solliciter le Ndigal des chefs religieux pour investir toute cette énergie des forces maraboutiques et de leurs talibés dans des activités de développement ou dans des infrastructures, dans la construction d'infrastructures dans ce pays, ou de reboisement. Il faut repenser le Ndigal parce que c'est une force essentielle dans notre pays qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais ce Ndigal doit être orienté vers le développement du pays. Ce Ndigal doit être orienté vers des tâches ponctuelles de développement économique, de reboisement, pourquoi pas, d'installation d'infrastructures. Imaginez. On combat aujourd'hui partout les inondations. Mais si le Ndigal était à l'avant-garde, croyez-moi, au niveau du combat pour les inondations, vous verrez dans ces quartiers une forme de solidarité jamais retrouvée et encore une force irrésistible qui viendrait à bout justement de ces inondations. Mais alors, pourquoi, à mon avis, aller chercher chaque fois ces Ndigal à l'approche d'élections uniquement pour avoir le soutien du marabout quand on sait que ce soutien peut être au bénéfice de la nation, oui, au bénéfice de notre économie. Oui, mais ce Ndigal sur sa forme encore politique, peut-il toujours prospérer ici au Sénégal? On ne peut pas être catégorique. Cela dépend du comportement de chaque Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un peuple qui commence à s'instruire dans une grande majorité. Mais cela ne veut pas dire que tout le peuple est instruit. Et il y a des croyances aujourd'hui telles que aujourd'hui le Ndigal, effectivement, peut avoir une certaine influence dans une certaine catégorie de citoyens. Mais il y a des citoyens qui ont fini d'apprendre le métier de citoyen et qui comprennent les enjeux, qui ont eu la formation de base du citoyen et qui ne se restent pas effectivement impressionnés par le Ndigal et qui font la part des choses dans le rapport entre eux et le marabout, entre eux et le chef religieux. Et cela doit être salué. Mais nous souhaitons demain que la plupart des Sénégalais puissent avoir cet état d'esprit pour que notre démocratie puisse gagner en maturité. Mais encore, il ne faut pas rêver. Nous n'en sommes pas encore là. Mais en attendant, ceux qui sont là, qui représentent effectivement les confessions, qui représentent la religion, aujourd'hui, exercent une certaine influence sur le Sénégalais moyen qui ne voit que cela, qui ne croit qu'en cela et qui, dans sa vie au quotidien, ne connaît que cela. Maître Boukounta Diallo, aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de la violence dans l'espace politique avec des attaques de convois et des batailles rangées entre adversaires. Que vous inspire cette situation? Vous savez, c'est le dicton qui disait que les conquêtes de l'esprit sont plus durables que les conquêtes de l'épée. Je ne crois pas à la violence comme forme d'expression politique, comme forme de domination. Même si elle a toujours existé. Elle a existé, mais elle n'a toujours pas produit les résultats souhaités par ceux qui l'utilisent. À mon avis, ce n'est même pas, ça ne va pas dans le sens de notre culture. Ça ne va pas dans le sens de notre culture, c'est pourquoi les Sénégalais s'inquiètent lorsqu'ils voient une nouvelle forme de culture qu'on voudrait installer au Sénégal, parce que peut-être le contexte le permet, où des agissements répétés et abusifs de l'autorité peuvent pousser donc d'autres Sénégalais à croire que le seul moyen de régler les comptes à ceux qui nous dirigent, c'est d'arriver justement avec d'autres méthodes à bout de leur pratique. Et qui a intérêt à entretenir la violence? Mais vous savez, la violence, d'abord, lorsqu'on l'entretient, on fait un calcul. Le contexte aidant, devant un contexte donné, vous êtes vainqueur, ou vous croyez que vous ne l'êtes pas, vous croyez que vous êtes vainqueur et que quelque part on cherche à vous arracher votre victoire. Si vous n'étiez pas tenté
par des actes de violence pouvaient être tentés. Ça, c'est le champ, donc le lieu de prédilection, effectivement, de tout ce qui peut être considéré comme acte de violence dans la pratique politique. Mais vous savez aussi, lorsque vous restez dans votre coin, vous subissez des injustices, il arrive un moment où vous aussi, vous êtes tenté de donner un coup. Vous êtes tenté de donner un coup, de répondre à la violence par la violence. Mais l'éducation aidant, chaque Sénégalais aujourd'hui peut espérer régler les comptes dans le débat politique sans user de violence. Parce que la démocratie des biceps ne paye jamais. Mais ceux qui utilisent la violence ne peuvent s'installer par la violence, mais finiront souvent par disparaître par la violence. Oui, sur ce même plateau, dimanche dernier, le politologue Babacar Jussendia a déclaré que Wade ne bougera pas le 25 mars prochain. Est-ce votre avis? Et cette situation également peut donner naissance à une violence au Sénégal? Je ne peux pas être catégorique pour répondre à cette question. Je dis qu'il s'agit de facteurs que je ne maîtrise pas, des facteurs qui peuvent se produire. Je l'ai dit tantôt, si les résultats, donc les deux candidats se suivent avec des chiffres approximatifs et très rapprochés, je dois dire qu'avec la tension qui monte, il est fort possible que la violence soit au rendez-vous. Mais si, encore une fois de plus, nous voyons de très loin et à des heures indiquées, à partir de 17h, 19h, qu'effectivement, le vainqueur se détache de loin du second, ceux-là qui étaient tentés de semer le doute verront que le doute n'a plus droit de citer dans ces élections et que la loyauté et l'élégance recommanderaient aux vaincus de s'adresser aux vainqueurs comme le président Abdou Diouf l'avait fait pour le féliciter, et c'est le Sénégal qui sortira grandi. De plus en plus, on parle aussi de crimes rituels avec des personnes enlevées si elles ne sont pas tout simplement tuées dans des conditions atroces. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui au Sénégal, tous les moyens sont bons pour garder ou accéder au pouvoir? Mais vous savez, nous sommes dans un pays où j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que la matière grise, c'est la politique. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est la politique. Mais la matière première aussi, c'est la politique. Tous les intellectuels, la plupart, raisonnent politique. La matière première, politique pour tout le monde. Alors, lorsqu'on fait de la politique un métier, lorsqu'on n'a pas appris à faire autre chose dans sa vie, lorsque la première fonction qu'on a occupée est une fonction ministérielle, alors on ne pense pas pouvoir, à l'aube de sa carrière, on ne pense pas pouvoir, au préciput de sa carrière, on ne pense pas pouvoir exercer un autre métier. Et on pense même qu'on est incapable de le faire. Alors, on fait tout pour se maintenir en place. Et pour se maintenir en place, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons jusqu'au crime rituel. Puisque vous l'avez dit, depuis quelque temps, nous assistons à des découvertes macabres qui frisent à la limite même, à mon avis, la folie. Parce que ces habitudes et ces pratiques baignées de ces croyances magico-religieuses sont des pratiques que nous avons connues au Sénégal depuis que nous parlons d'élections. Chaque fois que les élections approchent, certaines personnes font appel aux forces occultes mais pour régler les comptes à leur adversaire. À la place de ceux qui veulent se maintenir, il y a aussi ceux qui veulent accéder au pouvoir. Ah oui, parfaitement. Mais ceux qui veulent se maintenir peuvent faire usage, effectivement, de ces actes, comme ceux qui aspirent à être aujourd'hui aux commandes peuvent faire appel à ces pratiques. Et nous savons que dans l'histoire du Sénégal, il existe des cas pratiques où effectivement l'exemple qui nous a été raconté par l'histoire Biam Yassine Boubou est là. L'exemple de Salmon Faye qui a régné de 1871 à 1878, qui pour nourrir son oiseau qui s'appelait Tchopé, donc effectivement prenait des êtres humains pour les offrir donc à cet animal. Nous savons effectivement que dans des périodes connues de notre histoire où nous avons assisté à des actes de violence et à des élections serrées comme celles que nous vivons, les crimes rituels étaient au rendez-vous. Oui. Maître Boukounta Diallo, avant cette présidentielle, on a entretenu le mystère autour de votre candidature. Il y a eu des organisations de la société civile qui ont voulu parrainer votre candidature. Finalement, vous n'êtes pas présenté à cette élection. Qu'est-ce qui explique cette non-participation? J'ai toujours dit que
le dépôt d'une candidature ne doit pas être l'expression de la volonté d'un homme, mais plutôt l'expression de la volonté d'un peuple. Ce n'est pas parce qu'on s'est réveillé, inspiré, qu'on doit se mettre en face des Sénégalais, les regarder les yeux dans les yeux pour leur dire « j'aspire à diriger ce pays, j'aspire vous gouverner ». Je pense que c'est une mission redoutable qui demande réflexion, qui demande le recul nécessaire et le sens de la mesure qu'il faut pour prendre une telle décision. À mon avis, en ce qui me concerne, je me suis référé d'abord à des études préalables pour voir entre ce qui est réclamé par même un parti politique qui voulait que je sois son candidat. Et je profite de l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble de ses compatriotes et mouvements et partis politiques qui ont vu en moi réellement un candidat potentiel ou celui qui pourrait incarner leur véritable et légitime aspiration. Je les félicite, je les remercie. Mais encore, je voudrais être rigoureux avec moi-même pour comprendre que cela ne suffit pas pour être candidat. C'est la raison pour laquelle, avec mon groupe d'amis, nous avions commandité des études dont les résultats nous permettaient en toute honnêteté de comprendre que pour ces élections à venir, avec tous les enjeux et ce que nous sommes en train de décrier, de dénoncer, donc en tout cas nous ne pouvions pas être surpris par les résultats, raison pour laquelle, à partir de ces conclusions, on pouvait effectivement dire qu'il fallait surseoir à cette candidature. Mais cela aidant aussi, nous sommes en Afrique, personnellement, je ne fais rien sans prendre référence quelque part, puisque en dehors de ces études, je suis parti effectivement me recueillir sur la tombe de mes deux parents, à Ngapao, tôt le matin, pour leur demander la conduite à suivre par rapport à ces exigences de l'heure, pour leur demander la meilleure solution. Et je pense que quelque part, j'ai eu en moi une forme de révélation qui me permet de dire que ce que j'ai fait va dans le sens de ce qu'ils m'ont recommandé de faire. Et je peux vous dire encore une fois de plus que je suis heureux de ne l'avoir pas fait, car les faits présentement me donnent raison, surtout mes appréhensions. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de passer devant quelque chose de grand, vu l'issue de ce scrutin? Est-ce que là, vous ne dites pas, oh, si je le savais, j'allais me présenter à cette élection? D'abord, je dois dire que je ne souhaite à personne aujourd'hui de prendre un tel héritage. Ce n'est pas un cadeau. Et même si c'est un cadeau empoisonné. Je pense que c'est une mission redoutable qui ne doit pas être appréciée de cette manière. Parce que être président de la République dans le Sénégal actuel, être président de la République après ce que nous avons vécu, c'est aller droit vers des difficultés majeures auxquelles pour le moment nous n'avons pas de solution, il faut le dire. Et certains problèmes sont suspendus à l'après-élection. Nous avons la question immédiate de l'énergie. Cette semaine, vous avez vu, les coupures ont débuté. Comment voulez-vous, aujourd'hui, si on est cartésien, dans une ville dont les constructions sont multipliées par 7, dans une ville où chaque jour poussent des villas et des immeubles de 5, 8, 10 étages, comment voulez-vous, avec une politique de planification et de coordination avec les domaines, ce qui n'existe malheureusement pas comme on l'aurait souhaité, comment voulez-vous aujourd'hui que la Sénélec puisse répondre à l'attente des Sénégalais, point de vue demande, consommation? Alors, lorsque vous n'avez pas ces outils, lorsque vous n'avez pas ces références, ces éléments, pour décider de ce que demain le Sénégal sera, vous êtes laissé à l'abandon. Et votre politique, pour la plupart, dépend du hasard et des éléments disparates que vous trouverez sur place. Comment voulez-vous être objectif et croire que seul votre génie, votre talent peut vous permettre de sortir le pays des pénombres? Le poste présidentiel, c'est avant tout un sacerdoce, hein, et non une sinécure. Mais parfaitement, et si tout le monde l'a compris ainsi, alors je dis bravo. Mais malheureusement, pour comprendre cela, il faut avoir côtoyé le pouvoir. J'ai eu ce privilège dans mon pays et dans d'autres pays. Et j'ai toujours dit que même si je n'étais pas au cœur du dispositif étatique, j'ai rempli des missions et des tâches qui dépassent le cadre même ministériel. Et je me réjouis d'avoir beaucoup appris en cela auprès d'hommes d'État africains
et d'hommes que l'universel a reconnus aujourd'hui comme étant de grands hommes d'État, je pense que si on a ce privilège seulement que Dieu accorde à certains privilégiés sur terre, lorsqu'on a le privilège de fréquenter ces grands hommes, de fréquenter la cour de ces grands hommes, d'avoir été un acteur dans les crises majeures politiques de ces pays, on peut être tenté de dire que réellement, on a toutes les armes nécessaires pour apprécier donc le pourquoi d'une telle décision et pourquoi à un moment donné de l'histoire de notre pays interpellé, j'ai eu à prendre cette décision. Croyez-moi, c'est parce que c'est le plus profond respect que j'ai pour le peuple sénégalais. Et j'estimais, je l'ai dit une fois, souvenez-vous, en France, à la place Trocadéro, c'était ma dernière déclaration. J'ai dit, à un moment donné, après avoir regardé les choses, les Sénégalais et surtout la société civile gagneraient à laisser l'opposition classique nous dénicher ce candidat de l'unité. Ce candidat de l'unité et du rassemblement qui permettrait justement de régler toutes les questions que nous posons. Mais malheureusement, à un moment donné aussi, vous avez vu, le peuple avait indiqué une orientation. Le 23 juin, les yanamaristes et tous se sont exprimés sur cette question devant les téléspectateurs. Et l'orientation politique que nous avons vécue, que nous avons vue, est allée dans un autre sens. D'où le silence, parce qu'il arrive un moment où on ne peut pas se permettre, lorsqu'on n'est pas sur le terrain, de critiquer les acteurs politiques qui se jettent dans le combat. Parce que vous diminuez leur chance d'arriver à leur but. C'est pourquoi j'estime qu'il faut se taire pour attendre ce moment venu pour s'expliquer pourquoi, malheureusement, j'étais peiné, à mon avis, de constater cet échec de rassemblement de toutes les forces vives de la nation autour de l'essentiel, autour d'un programme donc accepté, voulu par tout le monde et d'une équipe remarquable pour qu'enfin le Sénégal soit gouverné autrement. Donc l'opposition classique doit s'en prendre à elle-même si elle a perdu les élections? Bon, écoutez, le moment venu, c'est ce que vous dites, le moment venu, les gens feront les comptes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on se tait sur certaines questions que de l'autre côté on peut dire que le débat est clos. Je ne le crois pas. Les Sénégalais aujourd'hui sont fixés sur ces élections. Mais après ces élections, certainement, vous assisterez, comme on l'a toujours fait avec nos expéditions vers la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, à des débats sur le devenir, justement, de ces partis politiques, sur le devenir des coalitions, sur le devenir même de ce pays en tant que tel, par rapport aux équipes qui doivent nous diriger et par rapport au passé que nous avons vécu récemment. Aujourd'hui, ce second tour semble occulter un peu la question des législatives, parce qu'on va certainement déposer les listes le 6 avril, donc à 70 jours de l'élection prévue le 17 juin. Que vous inspire de cette situation? C'est tout pour la présidentielle et rien pour les législatives. Oui, vous savez, justement, il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui ignorent même que le 6 avril, les listes doivent être déposées. Les résultats, le 25, nous votons, et le 6 avril, il faudra déposer des listes. Ça veut dire quoi? Pour des élections qui doivent se tenir le 8 juin, désormais, pour toute l'année 2012 presque, nous allons installer le pays dans une campagne électorale permanente. Là, il y a un problème sur le calendrier donc électoral qu'il faut revoir. Ce problème, c'est que cette offre devait sortir soit de l'opposition ou du pouvoir pour expliquer que réellement, nous avons aussi des impératifs de développement qui ne nous permettent pas d'étaler sur toute une année civile, effectivement, les élections dans ce pays. Et on aurait pu regrouper ces élections législatives avec les élections présidentielles. Et sur le plan économique, financier, on aurait économisé beaucoup d'argent pour le contribuable sénégalais. Mais sur le plan de l'efficacité également, on aurait permis au moins au président élu, dès son élection, de disposer d'une majorité ou de cette majorité absolue nécessaire pour faire passer les véritables lois à l'Assemblée nationale. Voilà qu'aujourd'hui, si c'est l'opposition à travers aujourd'hui son candidat qui est élu, ce candidat va s'installer avec la majorité de l'autre. Donc, dans l'immédiat,
Tant que l'autre assemblée n'a pas été installée pour faire passer certaines lois, il lui sera impossible de le faire. Or, les Sénégalais sont impatients et souhaitent tout de suite que certaines lois passent immédiatement. Alors, si nous avons un président de la République qui ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée lui permettant de faire passer les lois nécessaires, indispensables au bon fonctionnement de ce pays et pour les véritables réformes attendues par les Sénégalais, vous comprenez aisément qu'à partir de là, nous serons inefficaces et nous ne pourrons pas atteindre les objectifs souhaités par l'ensemble des Sénégalais qui ont eu à voter pour ce candidat. Alors ça, je pense que ça interpelle aujourd'hui tous les acteurs qui se sont tus sur ces questions. Des questions essentielles. Les économistes en parlent. On a tous manqué de vigilance. Les hommes d'affaires sont là et subissent ce qui se passe. Mais quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler? Personne ne le sait. Si nous devons nous installer dans ces bagarres politiques, puisque des fois, le combat est plus redoutable lorsqu'il s'agit de choisir la liste donc, de ceux qui doivent aller à l'Assemblée nationale. Et enfin, vous savez même qu'on a voté une loi sur la parité. Quel est le candidat qui, entre le 25 et le 6, pourra être en mesure de remplir sa liste avec au moins le quart composé de femmes? Quand on sait que cette recherche de femmes instruites, de femmes avisées, capables de remplir cette mission, cette fonction, ça ne court pas les rues. Voilà autant de problèmes qui rendent inefficace aujourd'hui notre choix démocratique et électoral dans ce domaine. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que également peut-être on légifère plus pour nos propres intérêts et non pour l'avenir. Vous savez, on a dit, et c'est qu'un grand homme qui dit que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Mais l'homme politique pense aux prochaines élections. Donc, il nous manque peut-être quelque part des hommes d'État. Parce que tous, ou la plupart, pensent à ces élections. Mais on ne pense pas à l'avenir. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens regardent aujourd'hui ce constat et constatent purement et simplement que nous avons été à l'origine de ces difficultés et les difficultés ne font que commencer puisque dans la pratique, si encore ce calendrier est un peu reculé, nous allons mettre en mal le président de la République avec l'Assemblée. Parce qu'il ne pourra pas être efficace, il ne pourra faire passer aucune loi. Il suffit, comme on l'a fait à des moments donnés, de reculer de 2 ou 3 mois encore les élections pour voir pourquoi ce pays ne pourra plus travailler. Alors que nous devons travailler. Nous ne pouvons pas vivre que d'élections. Il faudrait qu'on se fasse confiance à des moments donnés. Il faudrait aussi qu'on instaure de façon permanente le dialogue entre les acteurs politiques. C'est l'absence de dialogue permanent et au quotidien entre le pouvoir et l'opposition, malheureusement, qui est à l'origine de ces ratés. Maître Boukounta Diallo, nous allons terminer avec le centre d'enfouissement d'ordures de Sindia. Récemment, on vous a vu prendre la défense des jeunes arrêtés par la police. Alors, pourquoi cette question suscite-t-elle autant de passion? Je voudrais, avant de clore ce chapitre sur la politique de mon pays, lancer un appel sur une question fondamentale. La question fondamentale, c'est que aujourd'hui, le mal qui est souscrit, la source de nos problèmes, c'est malheureusement le fait que nous avons eu un chef de l'État qui est également chef de parti. Alors, depuis quelque temps, on bat campagne et je n'entends pas les gens se prononcer sur cette question. Est-ce que réellement nous allons continuer avec le chef de l'État qui est en même temps chef de parti? Ou lorsqu'on est élu, on doit démissionner donc de son parti pour se préoccuper uniquement des intérêts des Sénégalais. Mais que ça est quasiment muet sur cette question. Hein? Je pense que la répétition est pédagogique et même si ça a été dit quelque part par un candidat, je pense qu'il est nécessaire de le répéter pendant cette période parce que les Sénégalais ont besoin définitivement de régler cette question. Et je vous assure, tous les problèmes que nous avons connus sont nés de là. C'est-à-dire que nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui malheureusement prend son temps pour recevoir plus les militants que les Sénégalais méritants qui viennent avec des projets sérieux qui peuvent développer le pays. On s'occupe plus de recevoir donc au palais le militant que de recevoir l'ingénieur, que de recevoir le génie sénégalais qui vient vendre ses talents, qui vient vendre ses découvertes et qui vient offrir ses services à son pays. Maintenant sur le centre d'enfouissement d'ordures. Sur le centre d'enfouissement
de Sindia et Dias. Ce que je voudrais simplement dire, c'est vrai, j'ai défendu les populations de Dias qui ont été arrêtées, plus de 27, et aujourd'hui encore, les populations de Sindia arrêtées parce que tous s'opposent à ce projet. Ce projet d'installation d'un centre d'enfouissement de déchets quelque part où ce n'est pas indiqué. Parce que vous savez que Dias, aujourd'hui, se situe dans ce secteur et à côté donc de 2 collines, et nous avons à côté cette nappe d'eau qu'on appelle la nappe maastrichtienne, qui est la nappe la plus importante en Afrique de l'Ouest. Il est établi dans les études d'impact qu'au bout de 20 ans, cette nappe va être infectée. Or, cette nappe aujourd'hui peut ravitailler en eau, d'après ces études, l'ensemble de la région de Dakar, l'ensemble de la région de Thiès et une partie de la région de Fatick. Si on sait qu'on a déjà des problèmes avec le lac de Guiers, comment peut-on accepter que ce centre de déchets puisse être installé à côté et qu'enfin, là où il y a Kirène, la source de Kirène, ce n'est même pas une source, c'est un forage, plus d'autres forages, 6 forages installés à 3 km. Comment peut-on accepter qu'il y ait ce centre, même si cela peut apporter économiquement tel ou 30 emplois ou ce que vous voulez. Mais à l'heure actuelle, l'aéroport se trouve à quelques 7,5 km. Or, pour bénéficier de la qualité ISO, il faut nécessairement éviter d'être dans un rayon de 10 km, donc de l'endroit où le centre d'enfouissement des ordures, des déchets se trouve. Malheureusement, si ce projet passe, nous ne pourrons plus voir dans cette partie de l'aéroport des hôtels dignes de ce nom et des restaurants s'installer parce que nous aurons perdu la qualité ISO. Et enfin, on transformera tous ces jeunes enfants de ces villages limitrophes en Boudjouman. Au lieu d'aller à l'école, beaucoup de villageois vont devenir des jeunes qui vont tous les jours faire de la récupération. Et sur le plan de la santé, de la qualité de l'eau, il est indéniable que les études d'impact ont révélé, malheureusement, que nous allons assister à des situations extrêmement graves et difficiles à gérer. Oui, Maître Boukounta Diallo, vous êtes un ami du président guinéen. Comment se portent les rapports entre le Sénégal et la Guinée? Récemment, le président de la Guinée a accusé le Sénégal de comploter pour le destituer. Il y a eu également l'avion du Sénégal international qui a été arrêté là-bas à l'aéroport de Conakry. Les rapports, les relations sont-elles au beau fixe? Oui, pour le moment, je dois avouer très sincèrement que les relations sont au beau fixe. Et comme je l'ai dit tantôt, voilà des cas où il nous est donné, en tant qu'élément de la société civile ayant une certaine influence dans la gestion de ces dossiers, d'apporter notre concours. En ce qui concerne la question de l'avion qui a été saisi, personnellement, j'ai été dans la journée saisie par le président Alpha Condé à 5 reprises et nous avons effectivement gérer cette question ensemble. En ce qui concerne, par contre, donc ces tentatives d'assassinat qui a abouti à des incompréhensions entre les deux pays, je dois dire simplement... C'est des accusations graves, hein? C'est des accusations graves, oui. C'est vrai, mais malheureusement, les autorités sénégalaises n'étaient pas au courant. C'est personnellement, moi-même, qui ai informé le ministre des Affaires étrangères de ce qu'il y avait dans les rapports entre les deux États, en lui faisant comprendre qu'il gagnerait à crever l'abcès en parlant de cette question. Et c'est sur ce, et sur l'instruction du président de la République, que Maître Madi Kenyan s'est rendu en Guinée. Et après son entretien avec le professeur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé m'a appelé aussitôt qu'il est sorti de son bureau pour m'informer de la teneur de l'entretien. Et j'ai repris contact avec mon confrère Maître Madi Kenyan, avec qui nous avons géré effectivement les choses et tout est rentré dans l'ordre. C'est pourquoi je vous disais tantôt qu'on peut servir son pays sans pour autant être dans un attelage gouvernemental. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'avoir l'amour de ce pays, mais il suffit encore une fois de plus d'avoir les atouts pour faire bénéficier de tout cela votre pays. Oui. À mon avis, c'est la leçon que tous ceux qui se battent aujourd'hui pour des idéaux que nous connaissons devraient méditer pour comprendre que tout le monde n'a pas de place là où tout le monde croyait. Et si le prochain président faisait appel à vos services dans le cadre d'un gouvernement, est-ce que vous allez l'accepter? Vous savez, ce n'est pas la première fois que
on m'a sollicité pour entrer dans un gouvernement dans ce pays. Ce n'est plus un secret de polichinelle. J'avais choisi cette voie et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu d'avoir été utile dans les deux sens, pour mon pays et pour moi-même dans l'exercice de ma profession et pour le continent. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je dis, encore une fois de plus, je n'ai pas besoin encore, je le dis et je le répète, d'être dans un attelage gouvernemental pour servir mon pays. J'estime que je ne peux pas aujourd'hui réclamer rien à ce pays qui m'a formé que de le servir. Et vous le savez, c'est le président Wade qui disait, quand il était dans le gouvernement, que malheureusement, le dossier de la Casamance était géré par un petit groupe et jamais ça n'a été discuté en Conseil des ministres. Cela veut dire que des gens comme moi de la société civile avaient le privilège à cette période de gérer un dossier qui n'a jamais été discuté en Conseil des ministres. Et c'est pourquoi j'étais le secrétaire général de la Commission nationale de gestion de la paix, ayant aidé aux négociations, ayant aidé à la libération des 388 détenus de l'époque que vous connaissiez, et aujourd'hui d'avoir gardé d'excellents rapports avec même M. Salif Sadio, dont j'ai été l'artisan de la libération du papa Insa Sadio, qui était détenu à Dakar, et beaucoup d'autres, tels que les 4 lieutenants de l'abbé Diamankoum Senghor, avec qui je garde des rapports, dans le souci toujours de pouvoir aider à la résolution du conflit. À mon avis, c'est cela qui est essentiel, et j'estime aujourd'hui que le Sénégal a beaucoup de compétences, le Sénégal a beaucoup de défis à relever et toutes les compétences doivent être mises à contribution pour qu'enfin ces jeunes retrouvent des emplois, pour qu'enfin les gens puissent en tout cas rompre avec ces habitudes qu'on ne connaissait pas et qui font que le gorgorlou reste toujours gorgorlou. Maître Boukounta Diallo, merci. C'est moi Ça a qui été vous un remercie. plaisir pour nous de vous avoir reçu à nouveau sur ce plateau d'opinion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous dimanche prochain, c'est les élections. Dimanche en 15. Merci, au revoir.